Bonjour à tous, je suis le docteur Piton, je travaille comme réanimateur au CHU de Besançon et j'ai une formation initiale d'hépatogastroentérologue. Donc je dois vous parler aujourd'hui d'une maladie qui est une maladie extrêmement grave qui concerne essentiellement le contexte de l'allogreffe. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Il m'a semblé important de faire des rappels de physio et d'anat pour pouvoir ensuite un peu revenir plus spécifiquement sur la maladie véno-occlusive. Donc je vous rappelle que le foie a une architecture au niveau de l'histologie qui est très particulière, puisque l'ensemble du foie est organisé en lobules, qui sont en fait des structures hexagonales. Vous voyez, des structures hexagonales, et avec à chaque angle de la structure, ici ou ici, eh bien, ce qu'on appelle des triades portes. Les triades portes contiennent une artériole provenant de l'artère hépatique, une vénule provenant de la veine porte et un canalicule biliaire. Eh bien, donc, ces hexagones sont structurés avec au centre ce qu'on appelle la veine centrolobulaire, et donc le sang circule entre la triade porte et la veine centrolobulaire sous forme finalement d'une circulation radiaire. On a une organisation en rayon de roue. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment d'une pathologie qui concerne l'atteinte centrolobulaire au niveau des sinusoïdes. L'organisation du lobule, la voici. Donc, si on revient sur la triade porte, vous avez le sang qui provient à la fois de la veine porte et de l'artère hépatique, qui va circuler dans les sinusoïdes ici, et qui va ensuite être drainé dans la veine centrolobulaire. Les veines centrolobulaires, elles sont ensuite drainées dans les veines sus-hépatiques, puis dans la veine cave inférieure et la circulation droite. Voilà, quand on regarde un petit peu plus précisément l'organisation histologique, vous avez ici la sinusoïde hépatique, c'est-à-dire c'est un capillaire avec qui a une anatomie très particulière puisqu'il présente des fenestrations qui le rendent extrêmement perméable. Vous avez ici des travées d'hépatocytes, et donc entre le capillaire sinusoïde et la travée d'hépatocytes, eh bien, il y a un espace qu'on appelle l'espace de 10 qui contient de la lymphe. Alors le contexte, c'est la physiopathologie. Dans quel contexte est-ce que l'on a pu décrire ces maladies véno-occlusives? L'autre terme qui est de plus en plus utilisé dans la littérature, c'est le syndrome d'obstruction sinusoïdale, le SOS, qui marche en français ou en anglais dans les deux sens. Excusez-moi, ça passe pas très bien. Alors, ce syndrome d'obstruction sinusoïdale a été décrit initialement dans les années 1930 dans des contextes de consommation de cette plante, la Senecio vulgaris, sous forme de tisane, mais également dans le cadre d'intoxication plus récemment par les vétérinaires, dans le cadre d'intoxication du foin. Quand le foin contenait ce type de plante, eh bien, on avait des chevaux qui présentaient des ictères, voire des hépatites fulminantes. Eh bien, il s'agit d'une plante qui fait partie de la famille des alcaloïdes. Plus récemment, le développement de la chirurgie des métastases de cancers digestifs, essentiellement des cancers de type colorectaux, eh bien, l'analyse des tranches d'hépatectomie a pu mettre en évidence, dans le contexte des chimiothérapies préopératoires, des anomalies. Donc, il s'agit d'anomalies histologiques chez les patients qui ont reçu une chimiothérapie préopératoire, avec des anomalies qui donc décrivent cette occlusion centrolobulaire et qui fait le diagnostic. Ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, et la maladie véno-occlusive aujourd'hui, on peut dire clairement, c'est la complication quasi spécifique de l'allogreffe de cellules, l'allogreffe de moelle. Ça concerne très peu l'autogreffe de moelle. Il semble qu'il y ait dans la physiopathologie en fait l'association de 3 facteurs. 2 facteurs en rapport avec la transplantation, la chimio et la radiothérapie, et puis des facteurs en rapport avec l'hôte. Le facteur principal semble être l'intensité du protocole de chimiothérapie, et notamment l'utilisation de 2 types de chimio, le busulfan et l'association gemtuzumab ozogamicine.
Un autre facteur en rapport avec la thérapeutique de l'allogreffe, ça peut être le fait que les patients soient soumis à une radiothérapie, et notamment l'irradiation corps entier dans certains types d'hémopathie. Enfin, tout ceci survient plus fréquemment si le foie est fragilisé, et notamment si par exemple le patient qui est allogreffé a un antécédent de cirrhose ou d'hépatopathie, mais également s'il a pu développer une hémochromatose post-transfusionnelle par exemple. Donc les médicaments impliqués sont assez nombreux. Les deux principaux qu'on retrouve ici sont le busulfan et le milotarg. Et puis d'autres thérapeutiques peuvent également être impliquées. Alors la physiopathologie, vous voyez au centre donc un capillaire sinusoïde avec une circulation des globules rouges. Les globules rouges restent dans cette lumière sinusoïdale, ne doivent pas passer dans l'espace de 10. Eh bien, dans la maladie véno-occlusive, il va y avoir progressivement une augmentation des espaces entre les cellules endothéliales, puis progressivement le passage de globules rouges dans l'espace de 10, qui normalement ne contient que de la lymphe. Tout ceci va aboutir à un mécanisme d'obstruction non thrombotique au niveau de la lumière sinusoïdale. Ceci, bien entendu, est responsable d'un ralentissement puis d'un arrêt du flux avec une hypertension portale en amont. Quand on fait une biopsie, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous retrouvez ici la structuration du lobule avec les espaces portes. Eh bien, vous voyez qu'au centre, on a une veine centrolobulaire qui est bouchée et on a une congestion au niveau des sinusoïdes qui prédomine au niveau centrolobulaire. Alors, le diagnostic, eh bien, un des éléments clés du diagnostic de la maladie véno-occlusive, c'est le contexte et c'est le délai par rapport à l'allogreffe. Et je crois que s'il y a vraiment quelque chose d'important à retenir, c'est ce contexte. La maladie véno-occlusive, chez l'allogreffé, survient essentiellement dans les 30 jours qui suivent l'allogreffe. Ça, c'est vraiment un point important. On peut avoir des formes de maladie véno-occlusive qui surviennent un petit peu plus tard, jusqu'à 60 jours dans les 2 premiers mois, mais globalement, la plupart des patients développent cette maladie initialement. Les critères diagnostiques, ils ont été décrits il y a maintenant pas mal de temps et ils sont extrêmement simples. Et pour faire très schématique, on pourrait dire que ça ressemble à un patient qui a une cirrhose décompensée. Alors, ils ont été décrits dans les critères officiels, c'est Seattle et Baltimore, ils sont quasiment les mêmes. Donc Seattle nous dit que dans les 20 jours d'une allogreffe de moelle, le patient présente au moins 2 signes suivants: une élévation de la bili, une hépatomégalie douloureuse ou une prise de poids. Alors, la prise de poids, elle suggère en fait la rétention hydrosodée avec des œdèmes et de l'acide. Baltimore nous dit dans les 30 jours d'une transplantation, eh bien, il y a une élévation de la bilirubine associée à une hépatomégalie douloureuse et une prise de poids, et là il rajoute l'acide. Donc la clinique, elle est assez simple, c'est un patient qui a été allogreffé dans le mois, qui présente une perturbation de la biologie, éventuellement qui est ictérique, et qui a un syndrome œdémateux. Et un signe cardinal qui est important, c'est qu'il a mal au niveau de l'hypocondre droit. Voilà, donc si on simplifie, on pourrait dire cirrhose décompensée, si ce n'est que normalement une cirrhose décompensée, c'est pas censé faire mal au foie. On n'a pas forcément des pathologies dans le cadre des cirrhoses décompensées. Mais cirrhose décompensée dans les 30 jours de l'allogreffe, chez un patient qui n'est pas connu pour avoir une hépatopathie, il n'a pas de cirrhose, il a cette douleur. Et je pense qu'il y a un élément très important du diagnostic sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est le fait qu'il a une échographie qui est anormale. Je pense qu'en réa, de plus en plus de réanimateurs font de l'échographie, pleuropulme, cardiaque, et je pense qu'il faut qu'on se mette à faire de l'écho-abdo, pas pour faire des diagnostics compliqués, mais pour identifier des anomalies assez simples. Alors quels sont les signes que l'on peut retrouver dans la maladie véno-occlusive? Ils sont assez simples. Une hépatomégalie et une splénomégalie, elles sont en rapport en fait avec la congestion veineuse du système porte. Un élément facile à retrouver, c'est qu'il y a l'apparition d'une ascite chez quelqu'un qui n'a pas de maladie hépatique au préalable. Il y a une vésicule qui est à paroi épaissie. Les critères diagnostiques dans la maladie véno-occlusive, c'était un épaississement diffus assez régulier d'au moins 6 mm de la paroi vésiculaire. Et enfin, il y a un flux portal qui est ralenti ou inversé. Alors, le flux portal le plus simple, c'est de le mesurer avec votre sonde d'écho en hypocondre droit.
C'est un site qui est assez facile à faire, et l'avantage, c'est que vous êtes exactement, quand vous déroulez le tronc-porte, eh bien, vous êtes exactement dans l'axe pour faire les mesures. Donc, quand on regarde le tronc-porte, vous pouvez regarder, donc là, vous avez une situation avec un flux portal normal. En Doppler couleur, vous avez un flux porte hépatopète qui remonte bien du île en remontant dans le foie. Et si vous faites un Doppler pulsé au niveau de la partie du tronc, eh bien vous allez avoir des vitesses qui sont supérieures à 15 cm/s. C'est la normale. Plus de 15 cm/s, ça fait à peu près 1 litre minute de débit sanguin portal. En revanche, si vous avez un ralentissement du flux, c'est-à-dire des vitesses, les critères souvent retenus, c'est moins de 10 cm/s, donc un ralentissement du flux, voire une inversion complète du flux, ça c'est ce qu'on peut voir dans une situation de cirrhose avec hypertension portale sévère, et bien ça c'est un critère extrêmement intéressant pour porter le diagnostic de maladie véno-occlusive. Là, en termes de diagnostic de gravité, il y a des conférences de consensus qui suggèrent 3 stades, et en fait c'est tout simplement les critères de Seattle et Baltimore qui sont avec une gradation croissante, vous voyez, bien plus la bilirubine est élevée, plus la fonction rénale est altérée, etc., plus c'est grave. Et quand on est au stade sévère, c'est-à-dire avec une dysfonction rénale, un ictère élevé et l'apparition de défaillance de plusieurs organes, on est à des pronostics de 80% de mortalité. Ce qui est important de comprendre là, dans cette partie ici de l'évaluation de la gravité, c'est que plus on est tôt dans le diagnostic, plus on peut essayer de casser la physiopathologie et de contrôler la situation. Alors les diagnostics différentiels, ils sont nombreux. Chez le patient allogreffé qui a un ictère, qui a une perturbation des tests hépatiques. Bon, j'ai mis la maladie véno-occlusive au centre. Il faudra évoquer une GVH aiguë, mais classiquement on a quand même d'autres signes, notamment on a l'atteinte du tube digestif et l'atteinte cutanée. Les hépatites virales, il faudra systématiquement les rechercher. On est toujours potentiellement confronté à des maladies, à une toxicité des médicaments. Et je n'ai pas mis ici, mais on pourrait rajouter également l'insuffisance cardiaque avec le foie cardiaque, ou pourquoi pas le Budd-Chiari. Mais là, encore une fois, je pense que le Doppler portal sera intéressant, puisqu'il y a des Doppler portaux qui sont assez typiques dans le foie cardiaque, par exemple, ou dans le Budd-Chiari, on aura l'abolition complète du flux. Voilà. Donc, encore une fois, je pense que l'échographie est intéressante dans le diagnostic de la maladie et dans l'élimination des diagnostics différentiels. En conclusion, pour le diagnostic, c'est un contexte, on est dans les 30 jours de l'allogreffe, il y a une clinique, ictère, prise de poids, hépatomégalie douloureuse, et on a une écho, il y a de l'acide, il y a un flux qui a ralenti. Franchement, là, il faut poser le diagnostic, et clairement, quand on en discute avec les hématos, il ne faut pas faire de ponction biopsie hépatique. Le PBH, ça permet de faire des belles images, comme je vous ai montré, avec l'occlusion centrale, mais il n'est pas nécessaire d'aller à la ponction biopsie hépatique parce qu'on a quand même un risque de complications hémorragiques significatives. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de thérapeutique? Il y a la partie prévention. La partie prévention, ce serait d'essayer d'éviter tout ce qui est hépatotoxique chez le patient allogreffé. Alors, j'en discutais avec mon confrère hématologue. Je lui demandais, est-ce que vous évitez de faire du paracétamol, du perfalgan chez vos patients allogreffés? Il me disait non, en pratique, on en fait, quoi. Bon, mais en tout cas, un des points importants dans la prévention, c'est probablement d'adapter les régimes de chimiothérapie myéloablative. Et notamment, il y a eu une évolution vers des protocoles plus légers ou une modification de l'utilisation du busulfan qui permettent quand même de limiter l'incidence de cette maladie. En termes de traitement curatif, eh bien, il y a un médicament qui semble extrêmement important, qui est le défibrotide, Defitelio, dont l'AMM est le traitement curatif de la maladie véno-occlusive sévère chez l'adulte et l'enfant. Alors c'est un traitement intraveineux, 25 mg/kg par jour en cas de perfusion, 21 jours jusqu'à résolution. Et ce traitement, quand on regarde dans ce travail principal, qui est la plus grosse étude prospective réalisée à la fois chez les enfants et des adultes en traitement curatif de la maladie véno-occlusive, eh bien, ce traitement par rapport au placebo permettait d'améliorer la réponse et également d'améliorer la survie, avec 40% de survie à 100 jours dans le bras traité versus 25%. Vous voyez qu'il s'agit quand même d'une maladie grave malgré ce traitement. Le défibrotide, c'est un traitement qui, en fait, le défibrotide, c'est dérivé de la muqueuse
de porc, c'est de l'ADN dérivé de la muqueuse de porc, qui semble avoir un effet anticoagulant et restaurer l'effet anticoagulant, les propriétés anticoagulantes de l'endothélium des sinusoïdes. Donc il y a un risque, il y a un surrisque hémorragique, mais qui est finalement relativement faible. Un des principaux problèmes du défibrotide à l'heure actuelle, c'est son coût, hein, puisque le défibrotide, on dit qu'il faut faire au moins 21 jours, mais c'est 25 000 € la semaine. Donc 3 semaines de défibrotide, je vous laisse calculer, 75 000 €, pour un résultat qui est quand même important, puisque vous passez il y a quasiment une amélioration par 2 de la survie, mais à l'heure actuelle, le coût pose problème. Donc il y a un travail sur l'utilisation du défibrotide en prophylactique. Il y a une étude phase 3 qui est en cours actuellement pour savoir si le défibrotide ne pourrait pas permettre de limiter le risque de maladie veno-occlusive. Mais une prophylaxie, vous voyez que ça pose problème parce que ça augmenterait le nombre de patients qui pourraient en bénéficier avec un problème de coût actuel qui n'est pas supporté par, les enveloppes allouées à la prise en charge de ce type de patients. Donc en conclusion, maladie veno-occlusive, c'est un tableau de cirrhose décompensée, je fais vraiment simple et caricatural, chez un patient non cirrhotique dans les 30 jours de l'allogreffe. L'échographie, elle est anormale. Plus plus le diagnostic est posé tôt, à un stade notamment de gravité initiale, meilleur est le pronostic. Il semble que le défibrotide au stade de gravité faible permet d'éviter l'évolution au stade de gravité intermédiaire puis élevée. Et quand on arrive trop tard dans le diagnostic, on a 80% de mortalité. Voilà. Je vous remercie.